Bonjour à tous, on va continuer sur cette septième vidéo en se demandant si on peut tout mettre sur le même plan et si on peut tout comparer. Ma réponse pour commencer, c'est non, ça n'est pas possible. Ça me semble très compliqué. Le peu de démarches que j'ai pu lire, une en français et quelques-unes en anglais, faites par des Américains, me semblent poser vraiment problème. Euh, mais encore une fois, je vous renvoie à une des premières vidéos. Ça dépend de quoi vous parlez. C'est-à-dire que si vous réduisez la psychanalyse à certains outils rapidement dégrossis, et j'ai envie de dire désaffectés de toute ça, tous ces outils désaffectés de leur complexité, bah, il n'est pas impossible que vous puissiez la mélanger à l'approche comportementale. Donc, ça pose des questions quand même, puisque dans les années 70, aux États-Unis, euh, notamment Paul Wachtel a produit une sorte de modèle, enfin un modèle de psychothérapie qui contient à la fois de la thérapie comportementale et de la psychanalyse. Alors, dans un certain sens, on pourrait dire que c'est pas inintéressant et c'est même faisable de faire cette intégration théorique. Mais on n'est pas dans la même vision du monde, on n'est pas forcément dans les mêmes objectifs, et j'ai envie de dire, pourquoi pas. Euh, mais ça reste, comment dire, ça devient un produit dont l'auteur a pris des libertés, a dû gommer certaines choses, a dû faire des compromis, alors que d'autres auteurs auraient pu produire un autre produit fini d'une autre couleur, d'une autre teinte. Donc ça ne se fait pas naturellement. Il y a des bases épistémologiques qui seront questionnées forcément. Donc l'épistémologie, c'est une réflexion sur la construction du savoir, c'est une façon d'observer sa construction et sa propre logique. On a une définition qui est pas mal, elle est essentiellement l'étude critique des principes, des hypothèses et des résultats des diverses sciences destinées à déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée objective. Euh, Quand vous avez une conception du sujet qui doit revenir à la norme dans une conception behavioriste américaine, forcément, ça va être en opposition avec, avec une psychanalyse européenne qui va tenter de faire en sorte que l'individualité du sujet puisse s'exprimer au milieu de la société. Donc on est dans une opposition qui est forte. La conception de l'inconscient. Alors, on aura beau dire tout ce qu'on veut, mais quand on lit Milton Erickson ou Carl Rogers, on est dans une approche positive de l'être humain. L'humain est un réservoir de ressources qui ne demande qu'à s'exprimer à travers un accompagnement chaleureux, humain, bienveillant, permettant de relancer une forme de croissance positive et intrinsèque. Quand vous lisez la psychanalyse freudienne, on ne peut pas spécialement dire que l'humain est comment dire, doté uniquement de pulsions d'amour et de tendresse et qu'il ne demande qu'un peu de bienveillance pour pouvoir évoluer. On a quand même des éléments d'amour, mais de haine également, de destruction, des pulsions à pouvoir maîtriser. Donc on voit déjà que la représentation, entre guillemets, d'un inconscient, euh, chez Erickson, par exemple, chez Milton Erickson, hypnothérapeute, et chez Freud, bah, il va y avoir un petit problème. Donc que quelqu'un fasse référence aux deux ne me pose pas souci, mais il a fait un arrangement à un moment donné parce qu'il y a des incompatibilités de base qui sont quand même, alors peut-être intéressantes sur le plan clinique, mais qui sur le papier vont pas pouvoir s'arranger en fait. Intégrer toutes les théories en une métathéorie, ce serait donc quelque chose d'assez complexe. Ce qui ne veut pas dire que sur le terrain, on ne peut pas faire, on ne peut pas provenir de différents endroits, mais, mais il y aura des choix à faire. Il y aura des choix à faire. Et pourquoi vous faites ces choix-là? Ça peut être aussi une question importante. Est-ce qu'à un moment donné, je mets de côté une théorie qui m'encombre? Est-ce qu'aujourd'hui j'y crois plus et demain j'y crois moins? Ça, c'est quand même pas rien.
Euh, on peut prendre aussi les concepts de peur et de phobie, sont différents. L'un peut renvoyer à une conception interne et de motivation inconsciente, et le deuxième va parler d'un comportement acquis. Comment on peut réussir à manager ça? Ça reste compliqué. Euh, on peut citer, et ça c'est important parce qu'il y a des glissements sémantiques qui sont pas anodins, notamment au sein de la psychiatrie, euh, d'une manière générale. On va parler de personnalité borderline ou état limite, mais ce ne sont pas des termes identiques. Ça ne renvoie pas aux mêmes compréhensions, aux mêmes nosographies, au même processus. De la même manière que vous ne pouvez pas, selon moi, dire il a un trouble bipolaire ou une psychose maniaco-dépressive. Ça n'est pas la même chose, ça n'implique pas la même chose derrière. Dans un trouble bipolaire, vous ne vous dites pas que la personne tient plus ou moins sur une structure psychotique qui pourrait décompenser. D'ailleurs, quand vous parlez de décompensation, vous faites référence à une idée de structure. Donc, parler de décompensation quand on s'affiche comportementaliste pur et dur, ça ne veut plus rien dire en fait. Mais les mots sont devenus des mots valises et je pense qu'il est important. C'est pas qu'il faudrait pas mélanger les torchons et les serviettes parce que c'est pas une question de valeur, mais c'est que ces mots-là ils ont un sens derrière et que avant de vouloir jouer avec des mélanges, il faut connaître déjà les recettes un peu de base et savoir pourquoi on utilise tel ou tel terme. Euh, Safran et Messer en 97, c'est des psys américains de la côte Est, se posent la question de l'intégration théorique de tous les courants. Et pour eux, ça ne se ferait qu'en essayant de trouver un consensus, une unification des théories de la personnalité, des théories psychopathologiques, des visions du monde. Euh, et pour moi, il y a des, j'ai envie de dire, c'est une voie qui est peut-être pas la plus intéressante et qui pour moi ne pourra jamais être satisfaite à fond. Bon. Euh, Durouz, qui est un psychologue suisse, psychothérapeute, a décrit cette situation, et donc je vous lis ce qu'il dit, parce que je trouve que c'est assez pertinent. Ces méthodes sont sur certains points irréductibles les unes aux autres en fonction de leur philosophie ou de leurs présupposés. Et donc il va nous expliquer que ces présupposés organisateurs ne sont pas de l'ordre du démontrable, mais de l'ordre de la conviction. Ça relève pas de simples processus cognitifs, mais ça engage le thérapeute au niveau affectif, au niveau passionnel, et ça tient également à ses préjugés. Donc il reprend l'idée de Gregory Bateson que chaque modèle théorique véhicule une certaine anthropologie, pour finalement redouter, donc Durouz redoute, une sorte d'espéranto thérapeutique. L'espéranto, c'est la tentative d'avoir une langue commune dans le monde entier, où les différences de point de vue et les subtilités seraient balayées au profit d'une théorie unificatrice, et donc réductrice. Et pour la petite histoire, moi je peux vous confirmer que au sein de la CEPI, dont je suis membre et responsable français, c'est-à-dire l'organisation, la société scientifique américaine qui s'intéresse à l'approche intégrative. Alors tout le monde n'est pas d'accord et c'est intéressant, parce qu'on n'est pas dans un consensus bête et méchant, mais on a certains thérapeutes qui ont pour objectif, enfin, en tout cas ils aimeraient, et puis ils ne sont pas dans une volonté barbare de conflit, mais ils aimeraient qu'on puisse trouver une sorte de théorie qui unit tout le monde. Euh, et moi, mon point de vue, c'est que ça donne un produit qui n'a aucune saveur, aucun goût, aucun intérêt, que ça mène à rien, parce qu'en cours de route, on a oublié beaucoup de particularités qui ont du sens. Voilà. Je pense que ça répond pas à la question, en fait. Je pense que c'est une mauvaise route. Euh, Surtout qu'en désolidarisant l'outil, la théorie, on pourrait en venir à ne plus évaluer un sujet, selon moi, à ne plus évaluer une situation ou une plainte. On chercherait plus à comprendre, on utiliserait simplement des stratégies en ne sachant plus où le sujet se situe, vers où il va et vers où on pourrait cheminer en fait. Euh, donc je crois que les questions qui se perdent de plus en plus avec le temps, sont les questions relatives à l'évaluation de la situation et du patient.
Euh, et d'ailleurs, beaucoup de comportementalistes, il y a quelques années, me rapportaient la même chose, à savoir que les jeunes générations faisaient l'économie de faire une bonne analyse fonctionnelle et passer directement à la phase du traitement. Et donc, étant donné qu'ils n'avaient pas tout évalué du terrain, bah, ça ne marchait pas. Et donc, ils en arrivaient à se dire que la TCC n'était pas toujours assez efficace. Et donc, ils remettaient une deuxième couche, alors que ce qu'il fallait, c'était d'abord une bonne évaluation. Ça m'avait beaucoup marqué, ça. Euh, donc, ce qui se perdrait, selon moi, c'est la question de l'évaluation et de la situation et du patient, la question de l'adaptation du thérapeute au patient, mais aussi au sens des actions entreprises par la psychothérapie. Euh, J'avais besoin de faire un point également sur le fait que les behavioristes, et ça c'est un élément qui est très important, parce que beaucoup de Français malheureusement se plantent sur un point, et donc maintenant vous vous planterez plus si vous écoutez ce point-là. Les behavioristes américains au départ ne suivaient pas le modèle médical, car le diagnostic pour eux ne montrait pas de valeur prédictive au changement. Donc ça, c'est de l'ordre de l'inédit pour la plupart des Français, qui ont l'habitude de dire oui, mais les comportementalistes, ils suivent le DSM. Donc historiquement, ils ne le faisaient pas, ils ne le voulaient pas, ça ne les intéressait pas. L'analyse fonctionnelle en thérapie comportementale et cognitive suffisait amplement et montrait de résultats très intéressants. Mais la difficulté, donc je vous fais ce petit point historique, c'est que dans les années 80, les behavioristes ont suivi les recommandations de l'Institut national américain de santé mentale, c'est NIMH, pour des raisons de financement de recherche. Donc ils sont passés d'un modèle psychosocial qui était très pertinent, qui était forcément clinique, qui répondait aux besoins des cliniciens, et même si vous n'aimez pas les behavioristes, pour quelques raisons, vous pouvez vous douter que eux se sont facilité la vie en ayant un modèle le plus intéressant pour bosser en tant que clinicien. Donc c'était le modèle psychosocial, et ils ont troqué ça malheureusement pour un modèle biologique en psychiatrie. Et depuis, c'est l'efficacité à supprimer les symptômes qui est évaluée. Voilà. Donc, il y a, selon moi, une confusion dramatique entre le terme de significatif au sens littéraire et statistique, et puisque les résultats statistiques ne sont pas aussi tranchés que les conclusions finales des études la plupart du temps. Euh, donc cet institut national américain a demandé l'instauration de manuels d'intervention. Donc quand j'étais interne en psychiatrie à Montréal, euh, donc j'avais à utiliser le DSM, et donc les patients avaient 3, 4, 5, 6, 7, 8 diagnostics DSM, et donc j'arrivais en supervision, les bras remplis de bouquins, donc j'avais à chaque fois pour chaque trouble un à deux manuels de 300 à 500 pages en français ou en anglais sur les bras, donc je faisais parfois deux allers-retours pour remplir la salle de supervision afin de la commencer. Et donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, ça devient complètement fou d'avoir un manuel de 500 pages pour traiter le trouble panique ou un manuel de 300 pages pour traiter ça. Voilà. Donc, cet institut a demandé l'instauration de manuels d'intervention, mais malheureusement pour des groupes, et ça c'est important de le dire méthodologiquement, là le bas blesse un peu pour des groupes hétérogènes de patients, mais qui partagent le même symptôme. Mais vous vous doutez bien, si vous êtes un minimum clinicien, que les étiologies ne sont pas forcément communes. Et ça a été bien relevé en 96 par deux auteurs. Ça relève du bon sens quand on est clinicien. Vous pouvez être un pur comportementaliste, un pur analyste, un pur systémicien ou un pur humaniste. Vous savez très bien que ça n'est pas parce que quelqu'un pleure et se sent déprimé que l'étiologie, les raisons, l'histoire, le fonctionnement, la fonction de tout ce qui arrive à cette personne est identique à votre deuxième patient qui lui aussi pleure et se sent triste. Donc ça ne reste finalement qu'une focalisation sur un point qui n'est pas très pertinent, le diagnostic qu'on va poser de manière froide. Mais cet institut, le NIMH, a près de 30 ans de recherche, a admis les limitations du modèle DSM qu'il a imposé aux chercheurs américains. Donc ça c'est Goldfried qui en 2016 nous relève bien ça dans un article. Et il est comportementaliste, et donc pour la petite histoire, il est bien content que enfin
cette dictature du DSM commence à se fissurer. Donc comme quoi, il n'y a pas que les psychanalystes qui crachent sur le DSM, il faut bien s'en rendre compte. Euh, et donc cet institut tente désormais de proposer un modèle en apparence qui serait plus ouvert, mais qui continue malheureusement à travailler main dans la main avec les compagnies pharmaceutiques. Donc là, je ne suis pas là pour proposer une révolution, mais bien évidemment, entre un biologiste et un clinicien psychothérapeute, on peut s'imaginer qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc ces compagnies pharmaceutiques, elles ont besoin d'identifier des marqueurs, des biomarqueurs, afin de développer des nouveaux médicaments. Donc on continue malheureusement à parfois devoir se référer à des classifications qui deviennent un problème ou qui sont pas très pertinents en fait sur le concret. De la même manière, si vous me demandez de créer des tournevis adaptés pour certains types d'ouvriers qui travaillent dans une usine, bon, il n'est pas impossible que, étant donné que je suis pas ouvrier, que j'ai jamais été à leur place et que j'y connaisserai pas grand-chose, même si je tiens les bourses de l'entreprise et que j'ai de l'argent à gagner, je vais pas pouvoir donner l'outil le plus ergonomique, on va dire, le plus adapté à l'ouvrier. Voilà. Pour revenir à la question de l'efficacité, on peut se demander s'il est pertinent d'évaluer l'efficacité d'une psychothérapie par sa capacité à détruire des symptômes, parce que ça semble mener, selon moi, à 3 points bien distincts si on prend cette route-là. Ça annule la question de la fonction du symptôme, et toutes les approches questionnent cela à sa manière. C'est un grand point d'accord entre toutes les psychothérapies. Et pour le coup, j'ai pas besoin de défendre la thérapie comportementale, mais elle pose la question, elle fait une analyse fonctionnelle, donc que ce soit dans l'approche analytique, comportementale, humaniste ou systémique, et j'y reviendrai à plusieurs reprises peut-être, mais aucune n'ont comme volonté de détruire les symptômes comme objectif satisfaisant et suffisant, quoi. En s'acharnant sur la question de l'efficacité d'une psychothérapie à pouvoir détruire, exploser, annihiler, réduire en cendres et à néant les symptômes, on éjecte aussi la question du sens, de l'historicité du sujet qui en est porteur, ainsi que la question du rapport entre le sujet, ses symptômes et sa personnalité, et d'ailleurs son contexte également. Et troisièmement, ça mène à possiblement une vision normative de la psychothérapie qui ne deviendrait qu'un correcteur euh, euh, de problèmes qui dépassent, et donc la psychothérapie deviendrait finalement une sorte de sécateur euh, pour couper les... Donc je vais revenir sur ce que je vous ai dit à un instant. Le symptôme, il a toujours une fonction selon tous les modèles. Euh, je vais vous dire, je crois qu'il est assez rare finalement dans les textes que les psychothérapies partent du principe que certains symptômes n'ont aucune fonction. Elles partent souvent de ce présupposé. On pratique l'analyse fonctionnelle en TCC, donc ça c'est une chose. On questionne l'économie psychique dans le champ de la psychanalyse. On le voit comme un objet de transaction ou comme l'incarnation du groupe entier en systémie. Et dans l'approche humaniste, le symptôme est cause et conséquence parfois d'une existence à questionner. Donc on interroge le sens dans l'approche systémique, humaniste. Donc vous voyez que dans ces 4 approches, il n'est pas question de se battre pour détruire un symptôme sans se demander comment il fonctionne, ce qu'il fait là, etc. Le symptôme n'est donc jamais un élément à supprimer. Euh, il est interrogé dans ce qui fait souffrir, euh, pourquoi il est là ou comment il est là, quel sens il a. Je pense que c'est un incontournable. Et pour le coup, c'est un point d'accord qui me semble intéressant, pertinent. Je l'ai bien souligné dans un des derniers articles que j'ai fait. Je pense que c'est un point pertinent qui permettrait de mettre tout le monde d'accord. Ça nous renvoie à l'idée, et c'est très important, que le symptôme dit peut-être quelque chose et que le psychothérapeute n'est pas un technicien,
malgré qu'on peut l'amener dans cette direction. Je crois qu'il a quelque chose à dire, il a quelque chose à questionner. Je pense même que par moment, il peut refuser d'être le bras armé d'une idéologie ou d'un fonctionnement qui n'a pas de sens. Donc on sait que la vision médicale, la psychiatrie, elle a envahi les pratiques. Euh, donc aujourd'hui, on tente à tout prix d'éradiquer la douleur. C'est l'époque des traitements de substitution. On fait des anneaux gastriques. Et on sait bien en tant que clinicien en libéral que on reçoit beaucoup de gens qui auraient dû rencontrer un psy auparavant. Le médecin ne l'a pas fait. Ou parfois le médecin envoie chez le psy, mais que les patients veulent absolument un anneau gastrique et ils seront prêts à vous raconter tout et n'importe quoi pour ne pas se mettre au travail parce qu'en fait ils veulent l'anneau gastrique au plus vite. Puis une fois qu'ils ont l'anneau gastrique, eh ben, ils viennent vous voir 6 mois après parce que ça va pas, parce que tout leur corps a changé, toutes leurs relations ont changé, tout leur rapport à eux-mêmes et ils sont bouleversés. Donc on est dans une société, et je vais pas inventer un concept avec ça, mais tout le monde le sait, on est dans une société où il faut tout régler très vite, très rapidement. Tout ce qui gêne doit être supprimé. Donc la question de la fonction du symptôme au sens large, c'est une question qui est gênante maintenant. Que ce soit la question de la fonction du symptôme, de son contexte, de sa valeur, de son sens existentiel, de sa place dans une économie psychique. Donc là j'ai ratissé les 4 approches. Tout ceci peut rapidement déranger ou être dénié au prix d'un pragmatisme. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en France, après, on dit oui, mais ça, c'est des questions de psy. Ben, j'ai envie de dire, hein, c'est des questions humaines, en fait. C'est des questions de réalité. Euh, donc, le psy a sa part à jouer, il a sa part de responsabilité là-dedans, les professionnels également, les patients aussi. Maintenant, si la mode est à supprimer les symptômes, on pourra excuser le patient qui pense qu'il suffira de le supprimer pour que ça aille mieux. C'est de la responsabilité du psy, à un moment donné, non pas de refuser bêtement et simplement, mais de pouvoir en parler avec la personne. Euh, Puisqu'on sait bien que les gens sont de plus en plus demandeurs d'une efficacité, que maintenant quand on vient vous voir, c'est votre efficacité affichée sur Google par l'avis des autres patients qui va faire qu'on va venir vous voir. Maintenant, ça ouvre des questions. Qu'est-ce qui va advenir de la douleur chronique qui pourrait parfois signifier une incapacité à trouver sa place dans le monde professionnel? Euh, la dépression dite saisonnière qui en fait exprime des difficultés à se séparer de son conjoint, la phobie scolaire qui cache des angoisses de séparation. Qu'est-ce qu'on fait de la phobie sociale qui cache des traits de personnalité narcissique? Qu'est-ce qu'on dit du repli dépressif qui peut avoir une fonction dans le couple? Qu'est-ce qu'on dit de l'agoraphobie qui empêche l'éloignement en maintenant une relation à l'objet qui serait convenable? Qu'est-ce qu'on fait de l'addiction aux jeux vidéo qui cache une entrée dans la psychose? Qu'est-ce qu'on fait du diagnostic d'enfant surdoué ou intellectuellement précoce pour un enfant en avance sur certaines compétences intellectuelles, mais qui est complètement désadapté sur d'autres points, qui parfois manque d'intelligence relationnelle ou émotionnelle, et qui rentre dans un processus pathologique? Euh, donc le diagnostic, il va mettre en valeur un fonctionnement cognitif, mais il va pas mettre en valeur une souffrance, et va renforcer en plus le sentiment d'exception du jeune, et peut assez souvent, en tout cas moi comme je l'observais, peut amener à une adolescence ou un âge adulte très compliqué en fait. Qu'est-ce qu'on fait de l'hyperactivité de l'enfant qui parfois a pour fonction d'éveiller une famille qui est endormie? Qu'est-ce qu'on fait des symptômes d'énurésie ou d'ocoprésie qui parfois peuvent avoir une valeur de protection pour l'enfant face à un danger réel? Parfois, ça peut être un indice de possible agression sexuelle qui ont pu avoir lieu. Donc là, je vous ai lancé plein de symptômes qu'on pourrait à chaque fois éradiquer. À coup de sabre, à coup de médicaments, à coup de pharmacologie, à coup de thérapie efficace, mais en ne prenant pas le temps d'imaginer que ces symptômes, ils indiquent peut-être quelque chose au niveau individuel ou au niveau du contexte de la personne. Euh, alors bien évidemment, on n'est pas forcément des archéologues. On n'est pas obligé de courir après une interprétation ou courir après un décodage d'un message que le symptôme enverrait.
Il ne faudrait pas tomber dans l'interprétation en transe, mais il nous paraît, enfin moi en tout cas, il me paraît important de replacer les manifestations psychopathologiques comme possiblement porteuses de sens et témoignant d'une difficulté à être. Et je pense que, sans vouloir faire un appel à la révolution, j'en appelle en tout cas les psys à se dire qu'ils ne sont pas là uniquement pour faire plaisir à n'importe quelle personne qui leur tend un chèque pour une consultation, ou à être le plus efficace pour faire plaisir au médecin référent qui envoie le patient chez le psy, ou à faire plaisir à une institution qui a comme valeur l'enfant sans symptômes, par exemple. Donc je pense que la psychothérapie doit être en même temps un objet qui peut avoir une grande force, mais qui doit permettre pour le psy de le réinterroger dans ce qu'il est en train de faire auprès d'une personne qui est en demande ou qui aurait besoin de notre aide. Voilà. J'espère que ça a encore une fois permis un peu plus d'éclairer certaines questions, et on va continuer encore sur quelques autres vidéos. Voilà, je vous remercie.